Merci, bonsoir à tous. Alors, du coup, sujet un peu dans la continuité des deux précédents speakers. Comment Datadog utilise Datadog? Et vous allez voir, avec mon confrère de Boncoin, on a beaucoup de similarités un peu dans ce que je vais présenter. Et on va peut-être pouvoir comparer un peu deux entreprises, deux façons de faire différentes. Et je vais vous parler plus précisément, pas forcément de choses techniques, c'est-à-dire comment Datadog peut améliorer un problème technique, une application cassée, une application lente, etc. Mais aussi comment ça peut influencer la collaboration, la manière de travailler dans l'entreprise. Et donc, pour présenter rapidement, je suis directeur de la partie SRE, donc toute l'organisation qui réalise des outils, des process, mais aussi qui travaille avec toutes les équipes produits sur l'aspect fiabilité, scalabilité de Datadog, donc des produits que vous utilisez si vous êtes client. Et je vais diviser ma partie, du coup, premièrement sur le service ownership, donc un inventaire de services de production. Ça peut servir à plein de choses et on en a besoin pour vraiment collaborer ensemble, qui fait quoi, etc. Donc voir comment Datadog a pu influencer cette partie-là. Et l'incident management qu'on reverra, qui a des côtés similaires avec la présentation précédente. Donc sur le service ownership, pour vous faire un petit peu une introduction, on a tous griffonné sur un tableau blanc ou sur un brouillon quand il y a quelqu'un qui rejoint l'entreprise. Voilà comment ça marche. Alors il y a une boîte là, et puis cette boîte-là, elle parle à cette boîte-là. Donc ça ressemble à peu près à ça. Quand on grossit au fur et à mesure, ça ressemble plus vraiment à ça. Donc je vais vous montrer quelque chose de moins beau. Voilà, donc ça c'est un extract que j'ai fait ce matin de la production Datadog. Donc évidemment là il y a plusieurs milliers de services et ça c'est la service map du coup qui est render par défaut dans APM. Je le ferai pas au tableau, mais on voit bien que ça va pas le faire, quoi. Il y a beaucoup trop de complexité, il y a beaucoup trop de services qui parlent ensemble, des plateformes communes qui évidemment font des points d'adhérence où tout le monde parle à ces plateformes communes. C'est incompréhensible. Donc cette réalité-là, eh ben, vous avez aussi les problèmes qui vont avec en général. On a toujours une convention de nommage. En général, il y en a une au début. Après, il y en a plus qu'une, il y en a deux, il y en a trois. Il y a beaucoup de services, beaucoup d'équipes. Et tout le monde s'évertue à faire de la documentation. La documentation, malgré cela, elle est très vite pas à jour. Je ne sais pas si vous connaissez les XKCD, mais voilà, on avait 14 standards, maintenant on en a 15, c'est super. Donc c'est un problème pour des questions qui finalement sont très simples. Et vraiment, encore une fois, on se pose tous les jours ces questions-là pour travailler ensemble, que ce soit dans les incidents, mais que ce soit aussi plus en amont dans le cycle de développement. Qui a ce service? À qui je dois aller parler? Qui est d'astreinte si j'ai besoin maintenant d'aller voir quelqu'un? Comment trouver le dashboard officiel du service si je veux savoir comment le service marche? Le source code, les dépendances, etc. Donc on peut décliner ça à l'infini. L'impact de ne pas vraiment se focaliser sur ce genre de problème, pour moi, il est assez majeur. Déjà, en termes de communication, on perd beaucoup de temps. On ne sait pas de quoi on parle, on va voir la mauvaise équipe. Au niveau de la collaboration, ça crée beaucoup de friction aussi dans les équipes entre les différents departments qui ont différentes méthodologies, différents types de documentation, différents types de conventions. La coordination, évidemment, quand il y a vraiment besoin, à un moment donné, de tous se mettre ensemble pour résoudre le même problème, on passe le temps à faire des traductions, et ça veut dire quoi, et comment ça marche, etc. Et puis évidemment, quand on est dans un groupe en croissance, plus de complexité, c'est aussi plus de lenteur dans l'onboarding de quelqu'un de nouveau, plus de lenteur dans quelqu'un qui doit appréhender de nouveaux services, et évidemment, ça a un impact direct sur votre croissance. Donc une solution très simple qui est en fait un petit peu au cœur d'APM dont on a parlé déjà au début de la présentation précédente, c'est Service Catalogue. Et donc finalement, Service Catalogue, c'est quelque chose de très simple, c'est une facette commune pour représenter les informations de service. Donc on a le nom du service, on a l'équipe qui a ce service, qui est d'astreinte, différents liens vers la documentation, mais tout ça est formaté de manière assez stricte. Et pour les développeurs, on va le rendre très simple. C'est simplement un petit bout de code qu'on met à côté de son application. Et donc, en fait, on réutilise tout ce qui existe déjà. On n'a pas besoin de recréer des nouvelles choses. On réutilise les mêmes pipelines de déploiement. On réutilise un petit peu... Alors, chez nous, on fait du Kubernetes, donc des fichiers YAML, on en mange beaucoup. Mais on réutilise une interface qui est assez commune et facile. Pour l'implémenter, c'est assez simple. Il faut déjà s'accorder en tant qu'entreprise
quelles vont être les sources de vérité. Qu'est-ce qui va être un petit peu la source de vérité de toutes les équipes. Chez nous, par exemple, on s'est plugué directement sur le système RH. Quelles vont être la liste des différents services, comment on les découvre en prod, comment on les observe. Et ensuite, d'avoir un plan pour arriver jusqu'au bout. Donc là, c'est le burn-down chart de l'implémentation. On est parti avec beaucoup de workload qui n'avaient pas d'informations d'ownership. Et puis, vous voyez qu'en plusieurs mois, on a réussi à arriver vers le zéro. Et le but, encore une fois, c'est de faciliter au maximum cette implémentation pour les équipes de développement. Il faut savoir que les équipes de développement, moi, quand je vais leur parler, je ne suis pas leur priorité. Leur priorité, c'est de faire du produit qui marche. Donc moi, si je viens leur demander, passer du temps à faire instrumenter de l'APM ou faire du service ownership, ce n'est pas forcément la partie qui va les intéresser le plus. Donc d'avoir déjà une facilité et aussi d'être capable ensuite de prouver l'efficacité, donc on va parler juste après, c'est très important. Et une clé, je pense, du succès dans ce genre de transformation, c'est de faire en sorte qu'à un moment donné, tout passe dans le même tuyau. Et donc, ça vous donne un petit peu un point pour avoir une règle qui soit enforcée, qui soit vérifiée de manière dure. Chez nous, c'est le déploiement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un déploiement, si le service qui est déployé n'est pas dans le service catalogue ou n'a pas les bonnes métadonnées, à ce moment-là, on va arrêter le déploiement. En tout cas, on va demander au service owner d'aller compléter ces informations. Et je ne vais pas remontrer les vues APM avec les flemme graphes, mais ensuite, une fois qu'on a une bonne cartographie, on peut faire tous ces flows de données, qui parle à qui, quelles équipes sont impliquées dans une request quand elle traverse tout le système. On peut aussi faire beaucoup plus précisément du contrôle de la donnée. C'est principalement important, par exemple, pour des aspects sécurité, qui a accès à quelles données, dans quel service. Et puis, c'est aussi la chance d'accélérer des nouvelles initiatives d'observabilité, mais des nouvelles initiatives de développement d'infrastructures aussi. Quand on a un catalogue, un inventaire de services qui est très précis, qui est fiable, et clairement, ce n'est pas une question de savoir s'il existe ou pas, s'il est fiable ou pas. Toutes les équipes d'infrastructure nous disent souvent, ce catalogue-là, c'est une chance pour nous, parce qu'on peut avoir accès directement à une information qui est précise, on sait à qui aller parler quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et la vraie plus-value qu'on a par rapport à ce qui existait, on avait de la documentation avant avec des listes de services, etc., c'est que maintenant, c'est live, c'est de l'observabilité real-time qui donne des métadonnées sur les services. Et donc, c'est des features produits qui sont assez récentes sur APM, mais on peut aussi aller programmer, par exemple, une best practice, ça va être mon service doit utiliser la technologie X, parce que c'est quelque chose qu'on a déterminé qui était le meilleur compromis pour la technologie. Ça, je vais pouvoir l'encoder dans une règle, que je vais aller mesurer avec une métrique ou quelque chose comme ça, et la faire remonter pour chaque service owner sur sa page catalogue. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui va ensuite aller démultiplier ces efforts-là. Je vais passer à une autre facette pour vous donner un autre exemple d'une sorte d'étude de cas à Datadog de l'utilisation des outils, comment ça transforme notre manière de travailler. Donc sur l'incident management, ça ressemble un peu à la présentation précédente. Le flow, il est assez simple finalement. On a une alerte, donc c'est une alerte Datadog ou un SLO. La déclaration d'incident va aussi se faire par notre outil de chat. Donc ouvrir un incident dans l'incident management Datadog. Là, on va coordonner l'incident et puis rajouter des données sur cet incident. Et ensuite, on va utiliser toute la suite de produits dans l'incident. Tous les gens qui répondent à l'incident vont utiliser ces différents outils pour comprendre le problème. Et on va finir sur le post-mortem. Post-mortem qui est aussi au format Datadog, dans un notebook, qui va permettre de consolider cette information pour le futur. Et dans ces fonctionnalités, il y a vraiment quelques détails qui sont très importants pour mes équipes, justement, pour que ça soit le plus productif et le plus efficace possible pour tout le monde. Il faut aussi voir que l'incident management, ça ne se passe pas toujours dans les meilleurs moments. C'est à 3h le matin, le dimanche, c'est quand tout le monde est stressé et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc d'avoir un flow qui est très clair de où aller, où déclarer les choses, et aussi d'entraîner les gens. On fait des drills, donc un peu comme si on faisait sonner l'alarme incendie ici. Est-ce qu'on arrive tous à aller au point de rencontre ? Est-ce qu'on arrive tous à cliquer sur les bons outils au bon moment ? Est-ce que ça s'est compris ? Donc quand on a des nouvelles recrues, on leur fait passer aussi cet entraînement de comment on fait pour réagir à un incident, quels sont les outils qu'on utilise.
Et puis, évidemment, encore une fois, parler le même langage. Je le répète par rapport à la section précédente, mais le fait d'avoir défini ces outils-là, ça permet vraiment aux gens d'adopter la même terminologie, d'utiliser les mêmes outils, de les regarder ensemble. Et peut-être la partie la plus importante aussi qui était surlignée dans la présentation précédente, je vois ça toujours comme un processus itératif. C'est-à-dire qu'on apprend d'un incident, on voit que ces outils étaient imparfaits, ça permet cette boucle de feedback. Et je me suis fait le petit exercice par rapport à la plateforme Datadog. Vraiment, j'ai essayé de le faire de manière honnête. Ces 2 dernières semaines, je regarde beaucoup d'incidents, ça fait partie de mon quotidien. Quand je regardais les incidents, sur quoi j'ai cliqué, dans quel produit j'ai été pour voir un petit peu, soit rechercher une source de problème, soit rechercher une source d'impact. Et en fait, on peut voir que sur les différents piliers Datadog, donc que ce soit de l'infrastructure, l'application monitoring, plus l'aspect sécurité, etc., il y a vraiment cette idée que d'utiliser chez nous cette centralisation, ça permet en fait d'aller voir le même problème dans plein d'angles différents. Et donc vraiment après d'aller se dire si c'est un problème infrastructure, je peux aller plus sur ce genre d'outils. Si c'est un problème plus front-end, c'est ce genre d'outils. Si c'est un problème plus sécurité, etc., ça peut être vraiment cette idée de différents points de vue. Et la manière dont ça se concrétise quand on répond à un incident, c'est simplement de fournir à l'utilisateur, au bon moment, un moyen de changer d'angle de vue. Donc par exemple, en haut, c'est une vue Real User Monitoring, et depuis la vue Real User Monitoring, c'est-à-dire depuis vraiment le browser, le navigateur du client, je vais passer dans la vue APM. Donc là, je passe côté back-end. Je suis côté client, je passe côté back-end, et depuis le côté back-end, je passe côté log, par exemple. Et ça permet vraiment, comme on le disait plus tôt dans les présentations, j'ai des équipes infra, j'ai des équipes plateforme, j'ai des équipes produits, j'ai des équipes back-end, j'ai des équipes front-end. Et en fait, ensemble, elles vont pouvoir connecter leur point de vue en temps réel dans l'incident. Comme toute bonne chose, en général, ça vient avec l'expérience. Je ne pense pas qu'on soit né pour répondre à des incidents. Et donc la partie analytique de l'incident, où on comprend ce qui s'est passé, ce qui s'est mal passé pour l'améliorer, c'est peut-être la partie la plus importante. Je suis assez d'accord avec ça. Et ça permet justement d'aller après, au fur et à mesure, closer, réduire les trous qu'il peut y avoir dans la raquette, réduire je dirais les problèmes de configuration qu'on peut avoir, parce que dans la théorie, ça marche. Dans la pratique, peut-être à un moment donné, on va être bloqué. Ah bah cette partie-là, elle n'utilise pas telle fonctionnalité, ou elle n'a pas bien configuré le lien entre la partie A et la partie B, et donc on n'a pas autant d'informations que ce qu'on voudrait. Et le but, c'est évidemment d'aller de plus en plus vite. Donc je parlais un peu du notebook, ça ressemble à ça, un notebook chez nous en post-mortem. Et dans cette idée-là, en fait, il y a encore une fois la réutilisation de la même visualisation qu'on a pendant l'incident. C'est-à-dire qu'on garde le graphe, on peut cliquer sur le graphe, retourner dans le dashboard, etc. Donc on a vraiment, encore une fois, l'intégration de ce qu'on fait d'habitude pour habituer les gens en fait, à toujours aller sur les mêmes types de réponses. Et pour faire une petite étude de cas un peu plus généralisée, donc je vais dézoomer un petit peu mon discours pendant une seconde. Je voulais vous parler d'un projet qu'on a fait il y a maintenant 3 ans, qui était basé sur l'expérience qu'on a acquise lors des incidents. Et aujourd'hui, ça se manifeste un peu comme un petit boulet là, qu'il y a dans les attributs de chaque incident maintenant. Ça s'appelle self-inflicted. Donc je pense que c'est assez parlant. Ça veut dire, est-ce que vous avez cet incident par rapport à des facteurs externes ou par rapport à des facteurs que vous maîtrisez, des facteurs internes? Ça peut être un bug. Vous avez envoyé un bug en production, ça s'est un peu retourné contre vous. Ça peut être une mauvaise opération, quelqu'un qui a voulu, j'en sais rien, effacer un cluster, et c'était pas un cluster de pré-production, mais un cluster de production. Je sais pas si vous avez d'autres idées, bon bref. Mais dans l'idée, il y a quand même une sorte de... On peut maîtriser ce maillon-là de la chaîne par rapport à d'autres facteurs externes, j'en sais rien, un DDoS ou un client qui va trigger un bug particulier. Et donc notre point de départ, c'était au fur et à mesure qu'on analysait les incidents, on voyait que si on classifiait ces incidents-là sur
cet aspect-là, sur cet attribut-là, bah, on avait vraiment une courbe qui montait, montait, montait. Ça n'a pas l'air très bon. Mais quand on regarde d'autres métriques, je ne sais pas si vous connaissez le standard DORA, il y en a plein, mais nos autres métriques de déploiement étaient plutôt bonnes. Donc c'était vraiment que cet aspect-là, l'aspect, à chaque fois qu'on fait un change, le fait qu'il puisse fail, il est très haut. Ce qui est difficile là-dedans, c'est que ce n'est pas forcément tout de suite très actionnable. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? On ne va pas nous arrêter de déployer, il faut qu'on continue à déployer. Donc, dans notre analyse, et c'est là que c'était important d'avoir en fait toute cette source de données disponible pour faire cette analyse, en regardant différents incidents, on a bien vu qu'un des problèmes majeurs, ce n'était pas spécialement que ça augmentait en termes de fréquence, mais c'est que ça augmentait en termes de blast radius, d'impact sur les clients. Donc au fur et à mesure, un petit problème n'était plus un petit problème. En fait, ça devenait toujours un gros problème. Donc une solution qu'on a mis en place à cette époque-là, c'est avoir quelque chose, et donc c'est là qu'on va closer la boucle de feedback, dans notre déploiement, dans nos pratiques de déploiement. Comment est-ce qu'on fait pour faire un déploiement qui soit plus graduel et comment on fait pour utiliser les signaux qu'on avait déjà? Parce qu'une autre chose qu'on a vue dans l'analyse, c'est que souvent dans les incidents, on savait que ça allait dégénérer. C'est-à-dire qu'on avait les signaux, ça disait « Oula, attention, c'est très rouge », hop, et on continuait trop loin. Donc ces signaux-là, comment on fait pour les réutiliser? Forcément, ils sont disponibles, on les met, donc ça c'est un screenshot de notre outil de déploiement interne. On les met dans une étape du déploiement en disant ici, fais une recherche de tous les alertes Datadog qui correspondent à tel critère. Et si jamais il y a une alerte qui trigger dans un temps imparti, on arrête le déploiement. Donc c'est des choses qui sont assez simples, mais qui demandent en fait une coordination de plein de petits bouts différents et une analyse vraiment au niveau. C'est-à-dire que si j'allais demander à une équipe en particulier quels étaient ses problèmes de déploiement, jamais elle m'aurait dit ça. L'analyse est trop microscopique en fait. Il faut remonter au niveau département global pour commencer à voir ces patterns. Et l'évolution de ce process, pour finir là-dessus, et puis après on peut discuter questions. L'évolution de ce process, en fait, c'est évidemment, on a compris que c'était une source vraiment avec beaucoup de valeur et d'intérêt d'aller creuser dans ces post-mortem et d'aller trouver justement quel post-mortem on pouvait mettre ensemble et dire en fait ce problème-là, c'est pas un problème de l'équipe A ou un problème de l'équipe B, c'est un problème Datadog. Et quand on a trouvé un problème Datadog, ça veut dire que la solution, c'est ni l'équipe A ni l'équipe B qui va la trouver, c'est probablement les deux équipes ensemble qui doivent travailler ensemble. Donc, c'est une priorité globale de l'entreprise. Et donc, on a mis au point un nouvel attribut dans les incidents, avec un petit groupe qui review tous les incidents de haute sévérité, et on les classifie suivant différents axes. Et ensuite, on peut voir justement l'évolution de ces différents axes. Donc, il y en a au fur et à mesure qu'on a, encore une fois, comme cet exemple là, de déploiement dont j'ai parlé, on a mis comme priorité d'entreprise pour certains trimestres. Hop, on fait un gros effort dessus collectif, ça retombe, et puis évidemment, ça vous permet de vous focaliser sur d'autres choses. Donc vraiment, dans ces deux exemples, dans ces deux études de cas que je vous ai faites, l'idée c'est d'utiliser les outils non pas seulement pour de la réaction, pour du technique, pour de l'analyse technique, mais aussi d'aller trouver comment ça peut vous aider à prioriser des projets globaux dans votre département ingénierie, et aussi comment ça peut vous aider à augmenter la productivité des équipes, donc la collaboration, la communication, simplement en adoptant un langage commun. Et quelqu'un a dit quelque chose aussi plus tôt dans les présentations sur le fait que ce n'est pas forcément que les ingénieurs. Il y a aussi, sur tous les incidents, tous les fonctions support, les fonctions leadership, etc., qui vont regarder les mêmes outils, qui vont vous apporter du feedback aussi. Ce feedback sera évidemment différent, ça ne sera pas un feedback technique, mais ça sera un feedback très important simplement pour cet aspect communication, process, et pouvoir améliorer votre réaction à ce type d'événement. Je m'arrête là pour la présentation structurée, et je ne sais pas si on a un petit peu de temps pour les questions, mais normalement c'est prévu pour. Oui. Sur quelle partie tu conseilles d'itérer pour tout la stack Datadog, d'itérer par où commencer pour évoluer petit à petit pour atteindre le même niveau de maturité?
Alors, sur quelle partie itérer pour atteindre le même niveau de maturité? Je pense que en fait, ça dépend probablement de là où on vient en termes d'ingénierie. Pour Datadog, par exemple, on a commencé avec une infrastructure cloud, mais qu'on manageait nous-mêmes. Donc, à savoir, globalement, des machines virtuelles avec du configuration management, Chef, enfin peu importe. Mais forcément, on avait une vision très infrastructure-centrique. Donc, j'observe ma machine EC2 dans Amazon ou whatever. Et donc, toute l'observabilité que j'ai passe au niveau de l'agent du nœud. Et évidemment, au fur et à mesure, on voit bien qu'on est trop loin du business, comme on en parlait au début dans ta présentation. Et donc, on a envie de s'étendre et donc d'aller compléter. En fait, on est le cœur de cible et au fur et à mesure, de manière concentrique, on atteint un cercle de plus en plus grand. Et sur le tracing, là, sur l'APM, souvent, ça se traduit en... On remonte d'un niveau à chaque fois. Mais aussi, il y a aussi un certain nombre de technologies, souvent, qui sont plus difficiles à observer. Tout ce qui est plus plateforme centrale, par exemple des bases de données tiers ou des technologies sur lesquelles on n'a pas totale maîtrise parce que c'est des technologies qu'on achète ou qu'on utilise dans des cloud providers. Ça peut mettre un certain temps en plus à arriver sur ça parce qu'on a moins le sentiment de maîtrise. Alors, il y a des intégrations qui existent, il y a des manières de faire qui existent. Et je dirais que c'est un peu l'aspect naturel. Par contre, si je compare avec peut-être d'autres expériences en travaillant avec des clients qu'on peut avoir qui, eux, sont vraiment plus soit serverless, par exemple, ou qui ont commencé par simplement l'aspect applicatif et tout le reste infra, c'était du manager out of the box, eux, c'est limite le contraire, en fait. Ils commencent par la partie APM qui est très facile parce que tout, déjà, est instrumenté au niveau applicatif. Et au bout d'un moment, en général, c'est plutôt la scalabilité, tous les aspects migration, où l'infrastructure va commencer quand même à avoir une importance. Parce que serverless, comme chacun le sait, il y a quand même des serveurs derrière. Donc, à un moment donné, il faut aller chercher les serveurs, ce qui se passe dessus. Amazon ou Google ou autres fournit de la data là-dessus. Mais comment on va faire pour intégrer ça avec la visibilité qu'on avait déjà? Encore une fois, c'est une extension. De base, je dirais, c'est souvent naturellement infrastructure, application monitoring, et maintenant, je pense que le real user monitoring est aussi très important. Donc ça, c'est vraiment le point de vue utilisateur. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez en temps réel la vue en inspectant le debugger de votre client qui regarde le site. Ça, c'est une évolution que je dirais qui est assez standard. Je donne un exemple, mais là, dans le cas de figure G, où c'est des retours, un code d'erreur de 500 avec plus de 1000 appels, et on n'arrive pas forcément à savoir exactement quel span a une erreur. Ça ne s'affiche pas en réalité. Ouais. C'est une amélioration qui est en cours. Tout à fait. Alors, en fait, il y a plusieurs angles d'attaque là-dessus. Je dirais, souvent, dans tous les produits Datadog, ou même dans tous les produits d'observabilité, il y a deux flows. Il y a le flow exploratoire, c'est-à-dire que je vais dans le produit, je fais des recherches, entre guillemets, je sais un peu ce que je cherche, je vais voir ce service-là, j'explore, je regarde, il y a des requêtes comme ça, il y a une erreur. Et là, je continue à cliquer. En fait, je m'enfonce dans ma stack progressivement. Ça, c'est une première manière de faire. Et quand on fait ça, souvent, à partir d'une certaine échelle, effectivement, de trouver l'endroit où il y a l'erreur, il faut se lever de bon matin, quoi, parce que il faut cliquer sur le bon service, la bonne request, etc. Au contraire, un autre flow, c'est d'arriver sur quelque chose de précis parce qu'on a une alerte dessus ou parce qu'on a un filtre dessus qui va matcher un certain critère. Par exemple, une erreur 500 sur un service. Si on met du monitoring dessus, si on fait ce filtre-là, on va justement inverser ce flux d'utilisation. On va commencer par l'erreur et depuis l'erreur, on va remonter jusqu'à comprendre d'où vient l'erreur. Donc c'est vraiment très différent parce que d'un côté, on regarde tout et on arrive sur l'erreur, alors que de l'autre côté, on commence par l'erreur et ensuite on comprend par le contexte d'où vient l'erreur. Et c'est vrai que ça prend un certain temps à tuner, je dirais, ces utilisations. Mais par rapport à trouver justement ces alertes sur les erreurs, ça va être une combinaison d'APM,
d'error tracking. On a aussi des fonctionnalités d'autodétection, de corrélation automatique, donc avec une certaine intelligence artificielle derrière et de la data science, pour aller pas regarder que vous alliez regarder 600 services manuellement, mais vous dire, attention, l'heure dernière, il y a eu ces différences-là qui sont arrivées. Ou il y avait aussi un cas qui avait été montré sur un changement de version. On va pouvoir vous faire remonter directement en index sur votre interface. Pour le service foo, il est passé de la version 1 à la version 2 et vous avez augmenté les erreurs. Donc il y a un petit peu de ça. Après, on pourra parler du cas précis tout à l'heure, plus tard, mais je dirais que c'est ça la vision produit qu'il y a derrière pour vous aider dans ce cas d'utilisation. Bon, j'avais une dernière question, mais je vais laisser la parole à une autre personne. Du coup, j'ai une question sur... donc, c'est pas sur les APM, c'est sur les logs. Donc, Datadog nous encourage à utiliser des logs multiservices, mais parce que effectivement, le nombre de moniteurs de logs est limité à 1000 par compte. Mais néanmoins, on ne peut pas mettre plusieurs seuils de détection en fonction du service. Sur un moniteur multiservice, effectivement, on peut mettre plusieurs conditions dans la partie Notify. Est-ce qu'il y a une solution qui va être proposée à moyen long terme par Datadog? Alors là, je me fais corner sur des fonctionnalités produits. Très bonne question. Mais je vais essayer de répondre à la question de manière brève. Et après, on pourra lancer Datadog dans un coin, si vous voulez, et puis cliquer dessus. La réponse, je crois, est oui. Il y a des améliorations de ce point de vue-là. L'idée, c'est vraiment, comme je le montrais là dans le dernier exemple, d'utiliser Datadog comme une plateforme centrale. Donc, je comprends votre problématique de... moi, j'ai plein de services et j'ai envie de router mes alertes ou de pouvoir les manager de manière commune alors que ça touche plein de choses différentes. Donc, c'est une vraie problématique. Plus en plus, quand il y a un besoin d'un partage de fonctionnalités ou de configuration entre les équipes sur les produits, c'est quelque chose qui est effectivement vraiment une vision produit sur laquelle on est en train d'avancer. Et on pourra parler de plus précisément ce détail-là. Voilà, je pense que c'est valide pour les logs, mais c'est valide pour n'importe quel autre produit. En fait, on a envie de le configurer pour toutes les équipes en même temps.